Bonjour. Bonjour et bonsoir à mes amis et collègues des différentes parties du monde. Je vais vous parler des fractures du pylône. Par souci de commodité, j'ai divisé cet exposé en 4 parties. Une brève introduction. J'aborderai les systèmes de classification qui ont été décrits, puis je me concentrerai sur la prise en charge de ces fractures, sur les données de la littérature et sur notre expérience à travers quelques cas représentatifs. J'espère vous laisser un petit message à la fin de cet exposé. Les fractures de la métaphyse tibiale distale, avec atteinte de la surface articulaire au niveau de l'articulation de la cheville, sont considérées comme des fractures du pylon. Il s'agit généralement de lésions graves, complexes et à haute énergie, résultant d'une compression et parfois de force de torsion lorsque l'astragale s'enfonce dans la plateforme tibiale. Le terme pylon tibial a été introduit par un radiologue français parce que la forme distale du tibia distal ressemble à celle d'un pharmacien. Le pylon ou le pilote? Il s'agit donc de blessures graves. Elles sont souvent associées à un traumatisme important des tissus mous, qui peut être une fracture ouverte ou fermée, mais le traumatisme des tissus mous est de toute façon une composante de la blessure. La plupart du temps, elle représente 5 à 10% des fractures du tibia. Il peut s'agir d'une fracture isolée ou d'une partie du polytrauma. La fracture du pylôme s'accompagne parfois d'une luxation de la cheville. Ce qui est le plus intriguant, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité sur le traitement de ces fractures jusqu'à la fin de l'année, et qu'il y a un taux de complications significatif. L'arthrose post-traumatique est presque toujours présente, en particulier dans les blessures graves de grade 2 et 3. Le mécanisme de la blessure détermine le schéma de la fracture, que le pied soit en flexion plantaire, en plantigrade ou en dorsiflexion, et c'est le mécanisme de la blessure qui détermine le schéma de la fracture. Voici quelques exemples de fractures du pylône. Il s'agit d'une fracture relativement simple, légèrement plus comminutive. Elle est associée à une dislocation et à une comminution importante, ainsi qu'à une fracture du péroné. Les complications les plus courantes de ces fractures sont la rupture de la plaie, les problèmes liés aux broches, selon qu'il s'agit d'une fixation externe ou d'une infection, en particulier dans le cas d'une plaque. La malignité, l'union retardée, la non-union, sont des complications qui peuvent survenir dans toutes les fractures, et plus particulièrement dans les fractures du pylône et les fractures du péroné, puis l'arthrose post-traumatique. Là encore, il s'agit d'une fracture intra-articulaire et d'une articulation portante, ce qui est très probable dans les fractures de type sphérique. Système de classification. Divers systèmes de classification ont été décrits, mais le plus couramment utilisé en pratique clinique est celui de Ruddy et Algovor, qui est un système de classification assez simple. Il y a ensuite les systèmes de classification AO et OTA. Dernièrement, un système de classification basé sur la tomodensitométrie a été décrit par Atkins et ses collègues. Voici la classification de Ruddy et M. Gobert. Il existe 3 types. Le type 1 est celui d'un déplacement articulaire minimal, sans remplacement articulaire significatif. Le type 2 est celui d'un déplacement significatif de la surface articulaire, mais avec une combinaison minimale. Le type 3 est une combinaison significative avec une atteinte majeure de l'articulation. Il s'agit le plus souvent de lésions de compression, comme nous l'avons dit, et parfois de lésions de torsion. Classification AITA, je ne les mentionne que par souci d'exhaustivité, je ne vais pas entrer dans les détails. Il s'agit de la fracture numéro 43. Et comme pour toute autre fracture décrite par là-haut, il y a le type A, le type B, le type C, et le type A 1, 2, 3, le type B à 1, 2, 3 et le type C à 1, 2, 3. Ils correspondent presque à ABC, Court and de Ruddy et Thomas. Voici donc plus de détails sur ce système de classification. Vous savez, la fiabilité intra-observateur et intra-observateur est faible à modérée pour les systèmes de classification AO, Ruddy et Algovor. Voici le système de classification le plus récent. Atkins et ses collègues ont décrit 10 types de fractures, et cette classification est basée sur les résultats de la tomodensitométrie. Ils ont décrit l'anatomie des fragments de fracture. Ils ont décrit 6 types de fragments de fracture et 4 catégories de fractures. Elle décrit 4 familles différentes de catégories de fractures. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails, nous allons simplement passer rapidement en revue ces diapositives. Vous savez, les fragments de fracture peuvent être médians,
antérieurs, postérieurs, antérolatéraux et postlatéraux. Médial, antérieur, postérieur, antérolatéral, postrolatéral, et il y a un type de fragment de poinçon. Tous ces fragments ne sont pas forcément présents dans toutes les fractures. Les familles sont la fracture coronale, la fracture sagittale et la fracture grossièrement comminutive, qui est indifférenciée et peut être une fracture marginale. Les fractures coronales se répartissent en 5 autres types en fonction du schéma de fracture. De même, la famille des fractures sagittales compte 3 types en fonction du schéma de fracture. Outre la classification des fractures, la classification des lésions des tissus mous, des fractures ouvertes couramment pratiquées et la classification de Gustlow, nous sommes tous au courant. Il n'est pas nécessaire que j'entre dans les détails maintenant. Parfois, il n'y a pas de plaie ouverte, en particulier dans ces fractures, mais il y a tout de même une lésion tissulaire importante. Nous pouvons alors la classer selon les classifications OR et CH, qui sont les suivantes. Gradin, Delac 30 4123, Delac 123. Il s'agit des 4 types de lésions des tissus mous sans plaie ouverte. Et s'il y a une plaie ouverte, ils ont également décrit 4 types, dont les 3 premiers sont presque similaires au I. Vous savez décrit à l'origine, Dons, les fractures de type Gustalo, et le 4e type de blessure ouverte est celui où il y a une amputation presque incomplète ou complète. Dans l'ensemble donc. Divers systèmes de classification des fractures du pilier décrivent les différents schémas de fracture et la gravité des lésions. Des fragments anatomiques distincts ont également été décrits sur la base des résultats de la tomodensitométrie. Ces connaissances sont essentielles pour la documentation, l'évaluation, l'enregistrement des données et la planification du traitement, et elles permettent d'établir un pronostic pour le patient, ainsi que pour ce qui est du diagnostic. Les radiographies en plan suffisent généralement à établir le diagnostic. Les radiographies en plan sont généralement suffisantes pour établir un diagnostic. Les radiographies en pied, y compris l'articulation du genou, permettent d'évaluer l'alignement et les tomodensitogrammes sont toutefois utiles pour évaluer l'étendue des lésions et planifier le traitement exact pour la reconstruction de l'articulation de la cheville. Pour en venir à la prise en charge. Les objectifs du traitement sont, comme pour toute autre fracture intra-articulaire, de rétablir d'abord la congruence articulaire, puis d'aligner le fragment articulaire dans l'articulation de la cheville, et enfin de reconstruire l'articulation de la cheville. Il s'agit de rétablir le diaphragme principal, l'alignement axial, et d'assurer la stabilité de l'articulation afin de faciliter une mobilisation précoce qui permettra de rétablir la fonction articulaire. Les tissus mous sont traités en fonction de la gravité des lésions. Diverses méthodes conservatrices et chirurgicales ont été décrites, notamment la direction du squelette et le plâtre, la fixation interne minimale, les vis percutanées, la réduction ouverte et la fixation interne avec plaque, méthode populaire depuis un certain temps, puis la fixation externe, diverses méthodes de fixation interne et de fixation externe, d'enjambement de la cheville ou de fixateurs épargnant l'articulation, et dernièrement, des procédures en 2 étapes ont été décrites et sont devenues très populaires. Elles sont en guerre ces jours-ci. Dans de rares cas, l'arthrodèse primaire peut également être une option lorsque l'articulation est manifestement détruite et ne peut être reconstruite. Le choix du traitement dépend largement de l'état du patient, des installations disponibles, de l'expertise et des préférences du chirurgien. Il est nécessaire d'évaluer les lésions des tissus mous, l'étendue de l'atteinte articulaire et le degré de comminution pour planifier la stratégie de traitement la plus douce et la plus adaptée. Les comorbidités associées et, parfois, d'autres blessures faisant partie d'un polytraumatisme peuvent influencer le choix et le moment du traitement. Les lésions de type 1, HAL et RUDI peuvent être traitées de manière conservatrice ou avec une fixation interne minimale. En revanche, les lésions de type 2 et 3 nécessitent généralement un traitement chirurgical, sous la forme d'une réduction post-ouverte, d'une fixation interne, ou peut-être comme fixation dans une variété différente de modes. Nous pouvons utiliser des ASICS. La fixation interne par réduction ouverte à l'aide de plaques a longtemps été la méthode de traitement privilégiée. Cependant, cette méthode a été associée à un taux élevé de problèmes de tissus mous et d'infections, en particulier dans les situations où les tissus mous étaient compromis et dans les fractures ouvertes. Au cours des 2 dernières décennies, l'avènement de l'ostéosynthèse par plaques mini-invasives et le développement de plaques de verrouillage modernes à profil bas ont contribué à l'amélioration de la qualité des soins. La réduction de la surface articulaire permet de réduire ces complications, mais seulement dans une certaine mesure. Qu'y a-t-il donc dans la littérature, dans les écrits sur ces fractures? Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'unanimité. Mais sur la base de la littérature, nous pouvons tout de même tirer certaines conclusions.
Vous savez, de nombreuses études ont été publiées pour comparer différents types de fixation et de méthodes opératoires. La plupart de ces études sont rétrospectives et aucune conclusion définitive ne peut donc être tirée. On peut donc tirer des conclusions scientifiques et fondées sur des preuves. Or, la plupart des études ne comparent pas des fractures de même type avec des méthodes de traitement différentes. C'est un autre problème dans la littérature sur ces fractures. Comme nous le savons, comme pour toute autre fracture, les résultats dépendent ici aussi de la gravité de la lésion initiale et de la précision de la réduction de la surface articulaire. C'est ce qui détermine les résultats à long terme. Si vous regardez la littérature, cette étude a comparé ORIF avec XFIX avec Plus Limited. InnerORIF, bien qu'à 2 ans, il n'y ait pas eu beaucoup de différence dans les résultats finaux. Mais dans le groupe ORIF, on a observé une augmentation de la fréquence et de la gravité des complications. Il existe maintenant une autre étude prospective avec un protocole d'ORIF. Elle a révélé des complications graves au niveau de la plaie et des taux plus élevés de non-union et de malunion, en particulier lorsque les tissus mous étaient également touchés. Cette étude a comparé 3 méthodes différentes, ORIF versus MIPO versus 2 étapes, c'est-à-dire le traitement initial dans l'XFIX puis le MIPO. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec les procédures en 2 étapes. Une autre étude a également comparé la RF à la procédure en 2 étapes. Il n'y a pas beaucoup de différence dans cette étude parce qu'il s'agit d'une étude sur l'Elisorrum. Il s'agit d'une méta-analyse de 9 études où l'on a examiné et comparé les résultats entre la fixation interne ORIF. Une autre méthode était le fixateur externe et la fixation interne limitée. Là encore, ils n'ont pas trouvé de différence notable et les taux de complications étaient presque similaires. Fixation de l'articulation ou de l'épargne articulaire. Il existe quelques études, mais le choix n'est pas très vaste. Aucune d'entre elles n'a pu recommander la meilleure solution. Les deux ont donné des résultats presque similaires. Une bonne étude et une méta-analyse sont presque similaires. Cette étude était rétrospective. Il s'agit d'un protocole échelonné qui est devenu très populaire au cours des 2 dernières décennies. Et il y a cette étude avec 56 patients. Initial, il fixe le péroné dans tous les cas et enjambant la fixation externe suivie de détails retardés, tous où ils ont rapporté une complication de la plaie minime. De même, une autre étude portant sur 51 patients a comparé l'ORIF primaire ou l'XFIX, 3 groupes ORIF primaire, XFIX et XFIX avec méo retardé. Là encore, la méo retardée, la procédure par étapes, a donné le taux de complication minimal le plus bas. Il s'agit d'un essai de contrôle aléatoire, publié par Wang et ses collègues entre la procédure en 2 étapes, contre la fixation en X et la fixation interne limitée. Ils n'ont pas trouvé de grande différence parce qu'aucun de ces 2 groupes n'a été traité par plicature. Dans l'ensemble, il y a donc très peu de preuves concluantes qu'un type de fixateur ou de traitement est meilleur que l'autre. Les études comparatives entre les traitements par plaque et fixateur n'ont pas réussi à prouver la supériorité d'une méthode par rapport à l'autre. En général, les problèmes de peau et les taux d'infection ont été plus élevés avec l'utilisation de plaques et de broches. La malformation et le retard d'union sont plus fréquents avec les fixateurs externes. Cela dit, les fixateurs externes ont un rôle précis à jouer dans la prise en charge des fractures du pilier. Tout d'abord, ils peuvent être la méthode de choix pour les premiers soins. Il peut également s'agir d'un traitement définitif si l'on peut restaurer la surface articulaire. Avec un minimum, vous savez, fixation interne par vis percutanée. Ensuite, nous pouvons utiliser la fixation externe comme traitement définitif avec une phase finale dans un plâtre. Cependant, ces derniers temps, on s'oriente vers une fixation en X initiale suivie d'une MEPO comme procédure en 2 étapes. Quelle a été notre expérience? Je vais vous présenter quelques cas représentatifs. Il s'agissait d'une fracture du pylône, relativement simple mais ouverte. Nous avons donc procédé à une fixation interne minimale et mis en place un fixateur au niveau de la cheville, et cette fracture a ensuite très bien guéri avec une bonne fonction. Il s'agit d'une autre fracture avec, vous le savez, une luxation de la cheville et une mauvaise fracture du pylône. Il s'agissait d'un patient très âgé, souffrant d'un diabète non contrôlé,
et dont la peau n'était pas non plus en bon état. Voici la radiographie après réduction de la luxation et le scanner que l'on peut voir. Voici ce que nous avons fait pour ce patient. Nous avons procédé à une fixation interne minimale et mis en place un X-fix en travers de la cheville pour la stabiliser. Tout s'est bien passé. Les plaies ont assez bien cicatrisé, mais la fracture a connu un retard de consolidation. Nous avons donc dû procéder à une greffe osseuse après environ 3 mois et la guérison s'est poursuivie, mais nous n'avons pas pu empêcher une légère désunion. Malgré cela, la fonction de ce patient était bonne et il était heureux. Il n'y a pas eu de complications. Voici un autre patient, encore une fois une fracture ouverte sévère, avec un modèle de fracture relativement simple. Nous avons donc utilisé une fixation interne minimale pour restaurer la surface articulaire et stabiliser la fracture métaphysodiaphysaire à l'aide de broches en K. Le tout a été soutenu par une fixation en X. Et cette fixation en X était articulée, ce qui nous a permis de mobiliser la cheville de manière intermittente. L'union s'est faite sans problème majeur. Il en va de même pour les tissus mous. Voici un patient que je vais vous montrer. Il s'agit du dernier patient pour lequel la fracture luxation, la fracture du pylône, la luxation de la cheville faisait partie d'un polytraumatisme majeur. Ici. Les circonstances ne nous ont pas permis d'utiliser une fixation en X ou un plâtre. Je vais donc vous expliquer comment nous avons pu traiter ce patient et comment nous avons pu utiliser une méthode simple pour le traiter. Voici la cheville. Voici le scanner. Voici le scanner après la réduction étroite de la luxation de la bande. Il s'agissait donc d'un cas instable. On a donc posé un fil transcalcanéen après réduction pour le stabiliser. Il s'agit du patient qui est tombé d'une hauteur de 30 pieds, bien qu'il s'agisse d'un jeune homme, mais il présentait diverses blessures. Il a subi un traumatisme crânien et est resté inconscient pendant un certain temps. Il présentait une fracture de la tête du radius, une fracture des côtes avec hémothorax, 5 côtes, une fracture de 2 vertèbres lombaires et une très grave blessure pelvienne avec rupture de la sacro-iliaque d'un côté et de la symphyse pubienne de l'autre. Ensuite, il y a eu une très grave fracture sacro-coccygienne, une dislocation et un périnée gravement contusionné. Il souffrait également d'une fracture ouverte de grade 2 du côté gauche, d'une fracture ouverte de la jambe. Enfin, il présentait des tissus mous périnéaux. Le pire, c'est que ce patient s'est présenté à nous 7 jours après la blessure, en très mauvais état. Il était semi-conscient, avec une forte fièvre, un pyothorax et un emphysème sous-cutané. Son taux d'hémoglobine n'était que de 6 grammes et tous ses paramètres sanguins étaient normaux. La région périnéale était gravement enflée et meurtrie, avec une abrasion hémorragique. Bien que le tibia gauche ait été cloué avec une zone ouverte à vif qui devait être couverte, et il y avait une broche transcalcanéenne à travers la cheville droite. Comme je l'ai dit plus tôt, il y avait une broche transcalcanéenne, elle était déjà clouée et a nécessité une greffe osseuse ultérieure. La couverture cutanée a été réalisée. Ici, comme la situation était très mauvaise et qu'il s'agissait d'un polytraumatisme, nous avons dû établir un ordre de priorité entre nos différents plans de traitement. La première chose à faire était donc de stabiliser l'état général, de lui administrer une transfusion d'antibiotiques par voie intraveineuse et de stabiliser sa blessure thoracique. Ensuite, la blessure pérenne était très grave. Nous avons donc dû l'examiner et la restaurer. Et cela s'est progressivement amélioré. Ensuite, nous avons voulu couvrir la plaie de la jambe gauche une fois que tout cela était stabilisé. Cela nous a pris une dizaine de jours. Et puis, nous avons pensé qu'il avait 2 fractures de la colonne vertébrale. Il est important de faire tourner le patient pour éviter une mauvaise source de fracture de la colonne vertébrale. La priorité a été donnée à la fracture de la cheville. Et puis c'est qu'après cela, il nous a fallu environ 2 semaines avant de pouvoir atteindre la dislocation de la fracture du pylône du côté droit. Je devais d'abord, vous savez, c'est la dislocation de la fracture du sacrum et du coccyx. Vous pouvez voir cette dislocation ici, sur l'articulation sacro-iliaque du côté droit. Voici la fracture de la colonne vertébrale. Une seule vue, bien que je doive d'abord la stabiliser une fois que l'état général du patient était stable et que son taux d'hémoglobine pouvait être augmenté. Après cela, je suis arrivé à cette chose. Et ici, nous n'avons pas pu mettre de plaques parce qu'elles étaient très hautes. Peur de l'infection. Nous ne pouvions pas non plus mettre de fixateur, car cela aurait empêché le patient de se tourner vers différents sites. Nous avons donc dû nous contenter d'une fixation interne minimale pour restaurer la surface articulaire. Ici, bien que cela n'ait pas l'air si grave, il y avait beaucoup d'éclats. Vous pouvez voir le haut et le dos du tailleur. Il s'agit de nombreux, multiples petits éclats de l'os qui coulent tout autour de l'articulation de la cheville et qui ont dû être enlevés.
La surface supérieure du tailleur était donc également très brute et rugueuse à de nombreux endroits. Et la surface articulaire distale du tibia présentait bien sûr de multiples fragments de fractures. Bien que la radiographie ait semblé bonne, nous savions que ce sont les surfaces brutes. Et jusqu'à ce que vous savez, pendant les 2 premières semaines, nous lui avons donné une dalle et avons permis un mouvement supervisé de la cheville et l'avons aidé à retrouver un degré significatif de mouvement de la cheville. Mais une fois les plaies et les sutures enlevées, nous voulions distraire les fragments de la fracture. Pour cela, nous avions besoin d'un fixateur. Mais nous ne pouvions pas mettre de fixateur car nous voulions que le patient prenne son tour et se mobilise progressivement. Nous mettons donc une broche et un plâtre. Nous introduisons une broche dans le calcanéum et une autre dans le tibia proximal, puis nous distrayons la fracture de l'articulation de la cheville. C'était le principe du fixateur externe utilisé dans un plâtre. Après cela, le patient a fini par guérir. Il s'en est très bien sorti. Bien sûr, il s'est développé. 6 ans plus tard, il a développé de l'arthrose. Mais cela fait maintenant environ 15 ans. Il a une bonne fonction, bien qu'il ressente une douleur occasionnelle à la cheville, il se porte toujours bien. Nous croisons donc les doigts pour l'articulation de la cheville. Et voici la fonction de la cheville. Mes amis, mon message est le suivant. Les systèmes de classification des fractures du pylône décrivent les schémas de fracture et la gravité des lésions. Ils sont généralement associés à une lésion des tissus mous. L'ORIF primaire a montré des taux de complications élevés, l'asphyxie primaire avec une fixation interne minimale ou une procédure en 2 étapes, avec une fixation AS initiale suivie d'une bipo différée. Ces 2 méthodes ont donné des résultats presque similaires, tels que rapportés dans la littérature, et chacune d'entre elles, en fonction de l'expérience du chirurgien et des conditions, peut être choisie pour traiter ces fractures. Ce sont là quelques-unes des références et je vous remercie.